Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette émission très spéciale dans laquelle on va parler de l'hypersexualisation des enfants avec des spécialistes. Et pour ce faire, j'ai invité des Européens et également un collègue québécois francophone que je vais faire apparaître à l'écran à l'instant. On est en présence ici de Monsieur Sylvain Laforêt. Salut Sylvain. Hey, comment ça va? Ah, bien toi? Oui, grande forme. Je suis content Ex- de rencontrer nos deux personnes ici. Ouais, faut pas faire attendre les femmes trop longtemps. Alors tout de suite, on va aller dire bonjour à Amandine. Bonjour Amandine, le micro peut être l'allumer. Bonjour Dan, bonjour Amandine Sylvain, Lafargue, psychologue, bonjour Régis. bienvenue. Ça va bien? Oui, Parfait. Bienvenue à l'émission. Et merci. on a également Dr. Régis Bruno. Bonjour, Monsieur Bruno. Oui, bonjour Dan ou Daniel. Voilà, on est très content de Daniel. faire Daniel. Bonjour Daniel, on est très content de faire un pas de l'autre côté de l'océan avec vous, nos cousins. Ça j'aime bien le terme cousin, ça me fait plaisir. Ouais. Régis Bruno, pédiatre, pédopsychiatre et auteur. Amandine Lafargue, psychologue, clinicienne, experte en tribunaux, psychanalyste, auteur, psychopathologie. Est-ce que j'en oublie, Amandine? Oui, ce qui est sûr, c'est que je suis passionnée de psychologie depuis toujours. Je cherchais des mots pour voilà, un peu stabiliser le monde. Donc, je suis diplômée de psychologie depuis 23 ans. Et depuis, j'ai multiplié donc, les formations en psychopathologie, en psychologie clinique, en psychologie sociale. C'est vraiment des disciplines en fait, qui sont normalement interconnectées. Et donc, quand vous étudiez les dynamiques de groupe, après, vous étudiez aussi la psychologie des humains. Donc, c'était essentiel. Donc, moi, je dirais simplement que c'est une palette, mais pour juste dépeindre les aspects de la psychologie de plusieurs angles. Mais c'est exactement la même chose. Je suis psychologue tout simplement. Donc, j'ai travaillé effectivement dans la protection de l'enfance et je continue d'effectuer des missions d'expertise auprès des tribunaux. Donc, avec Ariane, du coup, que vous aviez invité, je collabore depuis plus de 16 ans sur les signalements et on a coécrit donc, des ouvrages et réalisé des expertises ensemble. En 2020, on avait rédigé aussi une tribune pour prévenir des risques psychiques par rapport aux mesures sanitaires, ce que ça allait faire courir comme risque auprès des enfants. Et ensuite, on a réalisé des émissions, des colloques, des communications pour donc informer les parents de ce qui se passait. Et donc plus récemment, la pétition dont on pourra peut-être parler. Donc ici, moi, je vais parler en tant que professionnelle de la psychologie des enfants. Et je ne vais pas me référer à une quelconque adhésion à un groupe politique ou religieux. Je vais vraiment rester uniquement sur l'aspect de la vie psychique et des enfants. Parfait, merci. Et Docteur Bruno, point de vue de la présentation, je me suis restreint à dire pédiatre, pédopsychiatre et auteur. C'est sûrement plus que ça. Vous avez quand même des cheveux qui sont blancs. Alors, je m'écoute. Voilà. Oui, je me présente comme médecin des enfants. Je fais partie des gens des frontières, des gens des zones de passage. Hein. J'ai expliqué que je venais d'une région de Colle, moi, dans les Alpes, et dans mon exercice, je suis encore puisque en fait, j'ai une formation de pédiatrie et de pédopsychiatrie, parce qu'en particulier chez le jeune enfant, je ne vois pas où serait la césure entre les deux. Et j'ai travaillé donc pendant une quarantaine d'années, principalement outre-mer, c'est-à-dire à l'île de la Réunion, en Guyane, aux Antilles. Ma formation était à Paris. Je me suis particulièrement consacré à la psychosomatique du nourrisson, du jeune enfant, du nourrisson,
aux troubles neurodéveloppementaux, en particulier de l'autisme. Et je remercie les Québécois pour ce qu'ils m'ont appris en matière d'autisme. C'est en aparté, mais voilà. Et puis, j'ai été expert auprès des tribunaux, en particulier pour les mineurs, dans les tribunaux et les procédures d'agression. Mais pour des raisons de disponibilité et de difficulté à trouver des experts, j'ai aussi fait des expertises de pédophiles au moment où ils devaient sortir quand ils avaient fini leur peine de prison. Voilà. Alors, pour la petite histoire, comme ça, pour mettre un peu de brillantine, j'ai même eu des publications qui ont été publiées il y a déjà pas mal d'années de ça, dans la revue Santé mentale au Québec, puisque j'étais en contact avec quelqu'un que j'honore beaucoup, un de vos pédopsychiatres universitaires, qui est le professeur Yvon Gauthier. Et j'ai beaucoup travaillé donc avec lui sur, en particulier, l'attachement, ce qui est quelque chose de très important pour les petits-enfants, pour les nourrissons. Et donc, j'ai publié dans la revue Santé mentale au Québec sur la fonction paternelle dans les familles matrifocales des Antilles. Les gens étaient très intéressés, ils m'ont demandé ça. Voilà, pour me présenter avec la petite touche québécoise. Sylvain Laforêt, je vais te laisser l'honneur, Sylvain, mon complice de longue date, de faire un commentaire, une introduction et de formuler la première question comme tu veux. En fait, il faudrait peut-être expliquer aux gens le EVRAS, qu'est-ce que c'est? Et votre réaction sur quand vous avez vu ce qui a été annoncé, c'est dans les programmes maintenant d'éducation. Amandine ou Régis, je ne sais pas qui pourra en parler. Vas-y, Amandine, on t'écoute. Les femmes et les enfants d'abord. C'est ça. Sylvain, peux-tu répéter ta question? Oui, j'aimerais ça que vous expliquiez ce qu'est que le programme EVRAS. Qu'est-ce que c'est et le danger que ça représente en ce moment par rapport à l'éducation des enfants. Amandine, tu veux répondre? Je vais bien dire un mot très court. Okay. Je ne peux pas vous répondre sur le programme EVRAS parce que je ne le connais pas. OK. Je ne l'ai pas étudié, je ne m'estime pas compétent pour y répondre. Et je pense que nous pouvons vous répondre sur un plan général. Okay. De choses qui peuvent concerner n'importe quel programme. Où, bien sûr, il faut à chaque fois regarder le programme. Et avec cette idée aussi qu'il faut le regarder à fond, complètement. Parce que c'est toujours présenté avec de très bons sentiments au départ. Les textes de l'OMS, quand on lit l'introduction, là, sur les standards pour l'éducation sexuelle, quand on lit les 20 ou 30 premières pages, c'est évidemment des termes très généraux, très un peu abscons, etc. On dit shake alors, vraiment, enfin, il y a des gens qui vont vraiment s'occuper de... Et puis quand on voit la réalisation pratique, qui est dans la seconde partie de leur standard, c'est les applications pratiques. Alors là, on comprend de quoi il s'agit, puisqu'il y a par exemple information sur la masturbation enfantine précoce entre 0 et 4 ans. Voilà, pour être clair. Voilà. Amandine, si tu connais... non, mais juste avant, qu'est-ce qui se passe actuellement, là, Dr Bruno? Je vous pose la question innocemment. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, que c'est une méconnaissance profonde de l'enfant. Et alors, les gens vous en parlent spontanément. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, les parents ont vraiment le sentiment qu'on ne s'intéresse plus aux apprentissages des enfants, aux apprentissages qui sont la base, qui sont le cœur de métier de l'éducation nationale qui, avant, s'appelait l'instruction publique quand même. Il y a un glissement entre instruction et éducation. Et voilà. Et les gens en parlent assez spontanément. D'abord dans
le fait que il y a vraiment une baisse de l'efficience qui est constatée. Hein. On a beau dire le contraire, tous les parents s'en rendent compte. Et puis, il y a tout d'un coup cette histoire alors, qui est montée avec pas le ministre de l'Éducation nationale actuel, mais le précédent. Il y a tout d'un coup eu un forcing pour faire ces apprentissages, et les parents ont commencé à voir des enfants qui revenaient à la maison, qui étaient un peu perturbés, on en reparlera, et il y a quand même quelque chose, là, les parents sont en train de s'informer, je veux dire, et de se parler entre eux, voilà. Alors il y a le fait que, pour l'instant, les parents étaient sur la réserve parce qu'ils ont toujours eu on leur a mis dans la tête cette idée très, très particulière quand même, finalement, qu'ils pouvaient discuter de tout ce qu'ils voulaient avec l'éducation nationale, entre guillemets, discuter, mais surtout pas des programmes. C'est-à-dire que les parents n'ont pas le droit de dire, et c'est comme ça que quand il y a eu l'introduction de la méthode globale, il y a de lecture qui était faite de façon exclusive à des enfants. Certains enfants, ça pouvait marcher, mais pour d'autres enfants, ça n'était pas adapté. Il y a aussi une variabilité des enfants et des individus. On n'est pas tous les mêmes. Et là, ils ont commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose, et les parents se sentaient complètement perdus dans l'apprentissage des mathématiques aussi, etc. Et puis là arrive cette histoire de vouloir faire une information à la sexualité des adultes, en fait, hein, on va en reparler, auprès de leurs enfants, et là ça commence vraiment à faire un peu mouche, parce que je pouvais me dire, mais c'est entre nous, on parle de ça, on est un petit groupe, mais non, on commence à en entendre parler. J'ai ma cousine qui a des enfants qui tout d'un coup, une petite cousine qui m'appelle et me dit « Ah, mais on t'a vu à la télé, enfin, ou je sais plus où, là, oui, bravo, ça va pas. » Et le boucher, je vais pas parler de ça, hein, je veux dire, je suis allé acheter de quoi manger, et qui me parle. Donc ça flambe parce qu'ils se rendent bien compte, les parents, qu'il y a quelque chose qui est et qui se fait contre eux. Et ils n'ont pas tort, le texte de l'OMS n'est pas destiné aux parents, et il parle d'une éducation à la sexualité obligatoire et scolaire. Et quand les parents demandent à être avertis des horaires et quand va avoir lieu cette éducation, on leur dit non. Alors donc là, ils ont vraiment l'impression qu'on les bafoue, quoi, voilà, que dans leur rôle parental. Amandine, merci, docteur. Amandine, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, c'est un sujet tabou. Je suis personnellement pas habitué de parler de ça en vidéo, mais la sexualité, tout le monde découvre à 11, 12, 13 ans qu'il se passe quelque chose. On se métamorphose. Chacun le vit à sa façon. Les gens ont leur première relation à 13, 14, 15, 16, 17, 18, dépendamment de leur niveau de précocité ou leur fréquentation. Et là, soudainement, on les initie à un peu n'importe quoi à partir de 4 ans. J'ai envie de te poser la question, en bon québécois, toi, tu rencontres des enfants, des parents et des enfants, Amandine. Est-ce que, en bon québécois, est-ce que les enfants sont fuckés? Est-ce que les enfants commencent à être dérangés ou mélangés à ton bureau? Je veux t'entendre. Oui, alors, pour revenir sur le guide Evras, donc le fameux guide à l'éducation de la vie relationnelle et affective et sexuelle, c'est le guide qui est destiné aux professionnels de Belgique. Et donc, c'est un guide qui fait 300 pages à peu près, dans lequel on peut puiser des informations pour améliorer et changer autour des pratiques professionnelles. Donc, c'est ça qui serait dans le guide. Donc, ce qui est dit, c'est qu'on va aider les professionnels à avoir des communications qui vont aider les enfants à s'épanouir. Donc, forcément, comme me disait mon collègue, aider les enfants à devenir des adultes épanouis, tout le monde a envie de le faire. Donc, ce serait un guide des bonnes pratiques, encore, cette histoire de standardisation. Donc, on va dire qu'on va donner des informations fiables à des enfants et adaptées à leur âge. Donc, nous, on pose la question de comment vous
vous contrôlez le fait que ce soit bien adapté à leur âge. Parce que s'il y a un âge à peu près pour tenir son stylo, est-ce qu'il y en a un pour découvrir sa sexualité? Est-ce que c'est vraiment du ressort de l'éducation? Et quand on se penche un petit peu sur les tableaux qu'on trouve dans ce guide-là, effectivement, mon collègue parlait de fellation à des âges inappropriés. Enfin, là, on parle de cours élémentaires et de cours maternels. Donc, de 3-5 ans, on parle déjà de parties du corps, d'intimité, etc. De consentement à 5 ans, de différence entre amour, pudeur à 9 ans et la contraception voilà, à 9 ans. Donc, comment vont les enfants? Alors, moi, je suis en France, hein, je ne suis pas en Belgique, mais depuis 2023, donc, le ministre de l'Éducation a dit qu'il allait faire une priorité nationale de ces cours d'éducation sexuelle pour le prétexte de lutter contre certaines discriminations. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaille dans le Sud. Je suis depuis une dizaine d'années en cabinet libéral, puisqu'avant, j'étais en protection de l'enfance. Et nous n'avions jamais entendu parler de ces choses-là, mis à part sur les textes que nous avions étudiés en 2017. Donc, ça ne s'appliquait pas, ou en tout cas de façon très hétérogène, et on n'en avait pas reçu, en tout cas dans les cabinets. Moi, je travaille à la campagne, il n'y avait pas ces choses-là. Et puis, depuis janvier 2023, j'ai reçu, alors moi, je reçois beaucoup d'enfants et de familles. C'est une de mes spécialités. Je travaille avec la gendarmerie. Voilà. Et depuis 2023, janvier-février à peu près, j'ai reçu beaucoup d'enfants qui avaient assisté à des cours d'éducation, enfin des cours dits d'éducation sexuelle. Chaque mot a son importance. Alors là, je vous parle d'enfants que d'habitude on ne reçoit pas dans les cabinets, c'est-à-dire des 4-6 ans et des 7-9 ans, donc qui sont normalement dans la période de latence, c'est-à-dire qu'ils ont fini de découvrir leurs oreilles, leur sexe, leur nombril, et qui maintenant se sont détournés pour s'intéresser aux choses de l'école. Donc des enfants d'école maternelle et des enfants d'école primaire que d'habitude on ne reçoit pas en cabinet, sauf s'ils ont eu des problèmes familiaux, des divorces, des maladies. Donc ces enfants nous sont amenés par les parents parce qu'ils ont des attitudes, ils sont devenus bizarres. Donc les parents nous les amènent parce qu'ils ont des maux de ventre et ils font des crises de nerfs incompréhensibles. Alors, ils semblent aller bien et d'un coup, ils craquent. Ils pleurent sans raison apparente et ils nous disent qu'ils ne veulent plus aller à l'école. Alors, c'est ce qu'on appelle somatiser. Les maux de ventre, c'est qu'ils associent l'école et le stress avec le ventre. Donc, ils présentent parfois des troubles du sommeil et ils ont des fois repris leur doudou, c'est-à-dire qu'ils se sont remis aussi à jouer à des jeux régressifs. Ils cherchent à se rassurer en régressant à un stade de développement antérieur qui était vécu comme sécurisant. Donc là, ils ont des régressions d'apprentissage scolaire, des déconnexions, des fuites avec la réalité et des refuges dans l'imaginaire et des attitudes de repli. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. Donc certains, ils sont amenés en état de choc et ils ne comprennent pas pourquoi la maîtresse leur a parlé de ces choses. Alors, on les retrouve troublés, écœurés et choqués et ils expliquent qu'en classe, on leur a expliqué comment on fait les bébés de façon concrète en décrivant des positions sexuelles. Là, on parle d'enfants maternels et élémentaires. Donc, il ne s'agit pas de phobie scolaire, mais ils ne veulent plus entendre parler certains adultes. Et en séance, quand on leur offre un endroit pour parler, en toute confiance, en toute sécurité, ils commencent à nous dire qu'ils ont un secret. Et ça, c'est d'habitude les paroles d'enfants qui ont été initiées par un adulte, un oncle, un parent. Donc, vous voyez qu'ils ont la honte. C'est eux qui ont honte de ce qu'on leur a dit. Donc, ils ont bien la notion qu'on leur a parlé d'une chose qu'ils ne devraient pas savoir. Donc, ils nous disent, la maîtresse, elle m'a dit comment on fait les bébés. Non, mais la vraie façon dont on fait les bébés. Et que ce n'est pas la même version qu'a donnée la maman. La maman, elle a parlé d'une graine qu'on se donnait quand on s'aimait très fort. Donc, ils nous disent que quand ils ont entendu ça, ils étaient dégoûtés, ils se sont bouchés les oreilles. Et pourtant, la maîtresse, elle parlait, elle continue à parler du zizi qui était dur, de l'érection, etc. Et ces enfants, ils disent qu'ils se sont sentis sales et ils se sentent dépositaires d'un secret. Donc, c'est vraiment les mêmes paroles qu'on a entendues d'enfants qui ont été agressés. Il faut vraiment savoir qu'à cette époque, le maître, la maîtresse, c'est vraiment le modèle d'idéal, la figure d'autorité qui est structurante pour leur développement. Donc, ils se sentent trahis par la maîtresse, mais ils se sentent aussi trahis par les parents qui leur avaient donné une version édulcorée de la chose. Donc, on parle d'enseignants qui auraient dit aux enfants de se caresser telle ou telle partie du corps pour se faire plaisir sexuellement. Donc, se faire plaisir pour se caresser, ça, les enfants, ils n'ont pas la notion.
Et sexuellement, à l'époque où papa, maman, quand ils se font un bisou, c'est dégoûtant, vous imaginez bien que là, ça les a projetés dans un univers dont ils savaient qu'il ne fallait pas pousser la porte tout de suite. On leur a rappelé qu'on pouvait faire ces choses-là dans des lieux et on a énuméré les lieux. C'est-à-dire maintenant, quand ils sont dans ces lieux-là, ils se rappellent cette phrase-là. On leur a bien sûr rappelé quand même que c'était quand ils étaient seuls. Et ensuite, on a précisé la satisfaction physique qu'ils pouvaient retirer de ces pratiques-là, à des âges où ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Et il y aurait eu des détails donnés sur des objets sexuels. Donc, dès février 2023, je me suis rendu compte que ce n'était pas une maîtresse isolée dans une école qui aurait dérapé. Et on en a parlé avec plusieurs collègues qui m'ont fait des remontées de terrain sur toute la France. Il y avait bien les mêmes observations cliniques d'enfants qui avaient été confus. Et on a donc découvert des initiatives prises par différents établissements, des interventions qui étaient déplacées dans les écoles maternelles notamment, dont on parlait. Voilà. Donc pour la majorité des enfants, c'était la première fois qu'ils entendaient parler de sexualité. Et qu'importe les relations qu'ils entretenaient avec leurs parents, ce n'est pas un âge où ils avaient déjà commencé à parler de sexualité. Donc, ils étaient simplement trop jeunes pour être informés de ces sujets. J'ai alors rédigé un courrier à destination de grand public pour que chaque parent puisse commencer à amorcer une discussion avec son établissement, avec l'établissement où son enfant était scolarisé, pour que nos enfants ne soient pas éduqués à ces normes sexuelles, comme par exemple l'âge prétendu auquel tout le monde aurait son premier rapport sexuel, ou au fait que la majorité des personnes se masturbent tout au long de leur vie. Et depuis, on a eu de cesse d'informer les parents, d'encourager chacun à s'approprier les textes au lieu de les survoler, à relire ou à lire L'imposture des droits sexuels de Madame Biran, du docteur Biran, Préserver l'innocence des enfants de mon collègue Régis Bruno, pédopsychiatre, et plus récemment le livre de Maître Arrojo Reggia, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire. Et depuis hier, on a aussi rédigé une pétition dont vous a parlé le docteur Biran dans l'autre émission. Donc concrètement, les enfants qui ont suivi ces cours, ils présentent une difficulté de mémorisation parce qu'ils sont en train de digérer les informations, ça réduit leur potentiel du coup d'attention. Des difficultés de concentration, ils sont dans un état de fatigue psychique et physique extrême parce qu'ils ont encaissé l'anxiété. Et ensuite, ces émotions, ça a affecté aussi leur estime d'eux-mêmes. Je vous ai parlé de honte, donc ça a altéré leur potentiel. Voilà, c'est les enfants sexualisés, ils sont déstabilisés. Et ils seront également peut-être plus tard coupés de leur bon sens et de l'empathie, puisqu'on leur a effracté leur intériorité. Donc ça va avoir un réel impact sur leur santé mentale. Avant de passer la parole à Sylvain, j'ai une question. C'est un sujet, c'est quoi qui les trouble systématiquement? Ça les bouleverse. On s'entend que c'est trop tôt, là, mais je veux comprendre. Ils perdent leur concentration. C'est quoi qui se passe exactement? Pourquoi ils peuvent pas... Je suis 100% avec vous là-dedans, là, mais je veux comprendre l'explication scientifique. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui fait que c'est complètement incompatible avec leur âge et que ça perturbe le reste? Alors moi, je peux vous tracer les grandes lignes et je pense que Régis utilisera des meilleurs termes. Mais pour être clair, les ressources émotionnelles des enfants sont hypothéquées parce que quand on a été transgressé, ça affecte l'empathie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ressenti une excitation à entendre des mots qui ne sont pas de votre âge, ça amène un plaisir confus. Ça associe, ça mélange des ressentis de dégoût, on va parler de zizi, de choses interdites à notre âge, et d'excitation à connaître un secret de grand. Donc ça correspond à une libération de dopamine par des neurones d'un système de récompense. Donc après, l'enfant, il va avoir besoin de reprendre cette récompense, cette dose. Donc, il a entendu ces choses-là avant d'avoir eu le temps de développer sa propre sensualité. Et donc, il a été effracté. C'est-à-dire que la honte et la transgression de l'interdit de voir quelque chose qui n'est pas de son âge va se mêler à une confusion d'un plaisir pas érotique, mais malsain. Et cette chose-là, il aura besoin de cette bouffée d'émotions mélangées. Ça va lui amener un besoin de répétition. Ça va amener une addiction qui va être accompagnée de culpabilité. Et du coup, ça risque de le construire dans un développement sensuel qui sera complètement perturbé et piégé. C'est-à-dire qu'après, il y a un conflit intérieur qui se développe là, à ce moment-là.
Oui, il y a une effraction, et ce qui fait qu'après, il va avoir besoin de cette dose. Donc, même quand après, son corps va rattraper avec la maturation, la puberté, il va avoir besoin de cette dose d'effraction. C'est un mécanisme de transgression qui est vraiment inadapté à leur évolution. Et peut-être, Régis, tu veux compléter avec des termes plus médicaux? Oui, allez-y, Monsieur Bruno. Votre micro est fermé, mais pendant ce temps-là, Sylvain va poser la prochaine question. Votre micro est fermé, est-ce que c'est moi qui ai le pouvoir de le réactiver? Fermé. Des fois oui, des fois non. OK, il va revenir toucher à rien, là, je vous ramène. Donc, là, c'est à vous de le rallumer. Du coup, je viens. Ouais, voilà, c'est bon. OK, Vous vous êtes m'entendez? revenu. Là, on vous Oui. entend. Allez-y. Pour faire suite à ce qu'Amandine disait. Oui, oui. Si je peux utiliser des mots peut-être plus simples, voilà, plus communs, ça sera moins exact, moins juste, mais quand les enfants, ils sont émus, hein, ils sont émus, inquiets, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont émus et confus, comme le dit très justement Amandine, parce que comme ils ne connaissent pas la sexualité et qu'ils ne peuvent pas la connaître pour les raisons qu'on va développer dans pas longtemps, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, ils sont émus. Donc, il y a les enfants, ils ont beaucoup besoin, et c'est ça qui fait qu'ils grandissent, de donner du sens aux choses. Et surtout les petits, ils sont sans cesse en train de donner du sens, y compris avec de la pensée magique, hein, c'est de leur âge, mais ils cherchent une explication aux choses. C'est des explications d'enfants. Et là, tout d'un coup, ils sont devant quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et on leur explique avec des mots d'adultes quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils sont très émus, très inquiets, ils ne comprennent pas, et donc toute leur énergie psychique, elle est en même temps centrée là-dessus, et en même temps figée. Quand vous êtes confrontés, quand nous, adultes, on est confrontés à quelque chose qui nous touche émotionnellement, il faut qu'on se maîtrise d'une certaine manière, hein, pour penser, pour dire attends là ça va pas, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, quand on a, et c'est comme on dit aux gens dans toutes les situations, gardez votre sang-froid. Gardez votre sang-froid, c'est là où que ça se passe, le sang-froid en fait, et on est obligé de faire un effort. Et ça c'est très difficile pour un enfant, et surtout pas en continu. Il peut pas le faire en continu. Donc il y va, il perd beaucoup de ses capacités d'apprentissage, etc. Et puis ils vont avoir, ce qu'on voit souvent, des troubles du sommeil, hein, parce que là aussi, pour dormir, le sommeil, c'est très lié à l'état d'anxiété dans la journée, etc. Et donc, ils vont avoir des troubles du sommeil, des cauchemars, etc. Voilà. Et donc, si je peux résumer, voilà un peu ce qui se passe pour les enfants. Avec une dernière chose, c'est pas forcément ceux qui peuvent en parler à leurs parents qui seront les plus à risque. Ça, vous connaissez ça, c'est les enfants. On le sait, en particulier quand on a été à s'occuper en expertise ou en soins, c'est qu'il y a des enfants qui gardent le secret dont parle, quand ils ont été vraiment abusés, agressés, le secret dont parle Amandine, ils le gardent pendant très longtemps. Et donc, ceux qui peuvent parler à leurs parents rapidement, ou manifester sans parler, mais manifester quelque chose, et que le dialogue de l'enfant avec les parents est suffisamment déjà installé avant cette histoire-là, pour que finalement ils arrivent à raconter, ceux-là, ils peuvent au moins dire quelque chose. On peut essayer de les aider sur le plan psychologique, et les parents peuvent essayer de les rassurer, etc. Ceux qui ne disent rien, on peut être beaucoup plus soucieux de leur avenir, et alors en particulier, c'est ça le comble, de leur avenir dans la vie amoureuse et affective. Hein. Voilà. Et puis, un dernier point, c'est que, et Amandine en a parlé, mais je complète, quand on est expert ou quand on est en soins, quand on vous amène un enfant, la distinction entre un enfant qui a été agressé et un enfant, le comportement d'un enfant n'ayant pas été, alors c'est agression directe ou agression transmise par les copains, hein, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les écoles, c'est et en particulier dans les petites classes, mais maternelles, mais primaires aussi, quand un a été témoin de quelque chose, il essaye avec l'environnement, avec les copains ou les copines, etc. Donc, la difficulté qu'on va avoir
Maintenant, si on apprend à l'école la sexualité des adultes, parce que la sexualité des adultes et la sexualité d'un enfant, et l'absence de sexualité, le comportement d'un enfant qui n'a pas été en contact avec la sexualité des adultes, c'est pas la même chose. Hein, on va en reparler. Pourquoi c'est pas la même chose? Et donc, à partir du moment où on leur aura enseigné la sexualité des adultes, on sera totalement incapable, parce que c'est ça notre distinction, nous. Est-ce que c'est pas facile, hein, on vous le confirme, c'est pas facile au quotidien. Quand on examine sur le plan psychologique et comportement un enfant, on essaye toujours de voir si ce qui se passe pour lui, c'est dans le domaine de l'enfance et de son développement, avec les aléas, etc., ou s'il y a eu introduction de quelque chose du domaine des adultes. Si on enseigne la sexualité des adultes aux jeunes enfants, on ne pourra plus faire l'indistinction. Donc on ne pourra plus dire qu'un enfant a été agressé, et je pense que c'est d'ailleurs un risque très important, en particulier pour les enfants entre eux, car on voit beaucoup maintenant, de plus en plus, des enfants qui ont été agressés par un autre enfant qui, lui, alors un enfant un peu plus agressé, entre guillemets, parce que là, eux, ils sont dans le jeu, ils ne se rendent pas compte. Hein, un enfant de 6-7 ans qui a été agressé, qui refait la même chose avec un de 4-5 ou des choses comme ça, où il n'y a même pas de... Ben, il ne se rend pas compte, celui de 6 ans, qu'il a été agressé. En fait, il a joué avec... on lui a fait croire qu'on jouait avec lui, avec des choses, avec son zizi, etc. Et puis, en fait, il recommence la même chose avec les autres. Donc, ça devient extrêmement complexe à partir de ce moment-là. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais non. Non, il n'y a pas d'excuse à faire. Je veux entendre Sylvain Laforêt commenter un peu tout ça et il va sûrement avoir une question à formuler à Amandine. En tout cas, s'il n'y en a pas, moi, j'en ai plein. Oui, ben c'est ça. En fait, moi, j'ai une question là, qui, depuis tantôt, me trotte dans la tête. En fait, j'en ai deux. Mais la première, en fait, c'est que je me demande si les enfants n'ont pas de sexualité, comment ça se fait qu'on peut induire ces idées-là et qu'ils sont réceptifs à ça, et plutôt que tout simplement fermer leur esprit à ça, puisqu'ils n'ont pas de sexualité. Comment ils peuvent réagir à ça? Ça, c'est la première question qui me vient toujours à l'esprit. Il y a une deuxième aussi, c'est est-ce qu'un enfant qui a été programmé avant l'âge de 4-5 ans, et donc on dit vraiment programmé, mais programmé à se masturber, à faire des fellations, peu importe, est-ce qu'après ça, on peut renverser cette programmation-là? Est-ce que ça peut être renversé par un professionnel? Est-ce que les parents peuvent faire quelque chose? Donc, vous pouvez répondre à une des deux ou aux deux, c'est comme vous voulez. Oui, écoutez, Amandine. Amandine, elle a déjà répondu en partie à la première, donc je lui propose de continuer. Oui, c'est vrai qu'on a des sujets sur lesquels, c'est vrai, avec Régis, on se complète bien. Cette histoire de pourquoi il serait pas étanche à ces histoires-là, je vais vous dire heureusement. C'est grâce à ça que les enfants rentrent dans le langage. C'est parce qu'ils sont intéressés à quelque chose d'un niveau supérieur. Vous savez pourquoi les enfants seraient intéressés aux films d'horreur bien avant qu'ils puissent les regarder. Donc c'est un petit peu la question, je vais dire, naïve. Alors pourquoi c'est pas de leur âge ils regardent? Comme nous, quand il y a eu un secret de grand, on était intéressés. C'est même un bon signe si les enfants sont curieux, c'est qu'ils n'ont pas été trop abîmés, c'est qu'ils ont été suffisamment sollicités et pas trop non plus sollicités sur d'autres sujets, parce qu'un enfant qui n'a pas été sollicité, quand vous lui présentez des stimuli, ça ne l'intéresse pas forcément, et quelqu'un qui l'a été trop, il peut aussi développer d'autres pathologies, donc c'est presque un signe de bonne santé mentale. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que les cours d'éducation à la sexualité, ils n'ont clairement pas été les mêmes d'un établissement à l'autre, d'une classe à une autre, d'un pays à un autre, et même parfois d'un enfant à un autre. Les enfants, ils ne venaient pas avec le même niveau d'information suivant leur éducation. Un petit garçon qui était élevé avec trois grandes sœurs, il n'a pas le même niveau d'éducation, des parents qui parlent. Donc, on parle vraiment comment dire, là que des enfants qui viennent dans nos cabinets, donc on est d'accord que c'est un échantillon biaisé. On n'a pas dit que tous les enfants de France, de Belgique et du Canada avaient reçu ces cours, mais on dit attention parce que pour l'instant, les retours qu'on a eus sur les élémentaires et les maternelles, c'est une catastrophe.
On ne dit pas que les cours de prévention qui auraient été améliorés par une sensibilisation au plaisir, à l'empathie, au consentement chez les adolescents et jeunes adultes, collège, lycée. Voilà, ce qui nous embête, nous, c'est les textes, les standards fondamentaux, la sexualisation précoce des enfants. Ils disent à un âge où l'enfant ne s'est pas encore posé la question. Voilà, c'est ça qui nous gêne. À un âge où les enfants ne sont pas encore posé la question, c'est effractant. Donc voilà, pour la question de la fascination. Si tu veux compléter, Régis? Oui, ben, non, je suis entièrement je te suis entièrement. Il y a la curiosité, les enfants, il y a la curiosité et la suggestibilité et la reproduction. Donc ça, c'est les phénomènes l'imitation, pour clairement. C'est comme ça que les gamins apprennent. Hein, voilà, donc voilà. Mais là, c'est un peu trop tôt, si je peux dire. Je dirais après un peu, je crois qu'il faut développer pourquoi on dit qu'il n'y a pas de sexualité chez l'enfant, ou pas encore, pour être précis. Mais moi, si je peux me permettre une petite anecdote personnelle, quand j'étais jeune, une gang de gars, des fois on couchait dans la tente, on avait 8, 10, 12 ans. Moi, je me rappelle, j'étais le plus jeune, puis il y en avait qui jouaient le jeu avant de se coucher, ils se montraient le zizi, puis ils s'éclairaient le flashlight avec la lampe de poche. Et les deux initiateurs de ça, ben, on a appris après, parce que j'ai fait les liens. Leur père, c'est un exhibitionniste homosexuel notoire qui aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, mais il y a 5 ans, aurait été arrêté, là. Mais il y a une quarantaine d'années, dans un petit village. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux voyaient des choses à la maison et le reproduisaient dans la tente le soir. On se montrait le zizi avec la flashlight. Ça n'a pas été plus loin que ça, là. Mais c'est une histoire d'horreur d'imaginer un cours en première année, au début de l'école primaire, de voir le professeur, l'autorité ultime, en train de les former. Alors, la suite, quand on parlait avec Ariane, on a parlé là, que les enfants, il y a des témoignages, je pense que c'est dans votre équipe où j'avais entendu des fellations à l'âge de 5 ans, mais c'est quand même, ça va pas bien là, si on est rendu là. Est-ce que c'est un cas isolé ou c'est généralisé? Je vais vous dire, moi j'ai été confronté à ça, de fellation entre petits garçons dans les toilettes d'une école, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, une situation comme ça, d'une école maternelle, c'était la moyenne section de maternelle. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait une intervention à la demande des éducateurs de protection de l'enfance en France, à Paris plus précisément, et eux-mêmes, sans que moi j'ai parlé de cette situation, parce que je faisais une intervention de durée brève, enfin, on ne peut pas tout dire, on a de quoi dire. Et c'est eux qui m'ont apporté une situation exactement similaire. Et à chaque fois, il y avait dans mon cas, c'était un des gamins, effectivement, qui avait vu, alors c'est toujours très difficile, après, les parents disaient, mais non, il avait vu un film porno à la maison, chez lui, à l'insu de ses parents, semble-t-il. Mais ça, les histoires, non, il dort bien dans sa chambre. Voilà. Et pour les enfants de Paris, c'était pareil. Hein. Donc, il y a vraiment une effraction on voit très bien, là, c'est un cas un peu, c'est tout à fait réel, hein, c'est quelque chose vraiment c'est pas un témoignage c'est quelque chose dont j'ai eu à m'occuper. C'est très difficile. Après, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment on fait? Voilà, et c'est très difficile aussi tout d'un coup, sur un truc comme ça, on a fait un maillage après avec les parents, etc. Et voilà, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait réellement. Un maillage, c'est-à-dire qu'on intervenait, on demandait aux parents de revenir, etc. Mais la solution, il ne faut pas non plus faire l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est-à-dire que ça serait trop facile de dire on retire l'enfant et puis on le met dans une famille d'accueil, où d'ailleurs peut aussi y avoir des choses. Voilà, je veux dire, c'est vraiment des situations très difficiles. Et si on commence à dire aux enfants, oui, la fellation, parce que
voilà, si on commence à leur montrer ça aux classes de, je sais pas, CE2, bah, évidemment, ceux du cours élémentaire, hein, c'est-à-dire vers 8 ans, bah, évidemment, ils vont tout de suite aller en parler à ceux qui viennent d'arriver à l'école, etc. Donc, je veux dire, faut quand même, on parle bien, hein, ce que vous avez vécu vers 10-12 ans, là, c'est bon, un peu limite, mais il n'y a pas eu, c'était pas réellement ce que vous avez subi, c'était pas réellement de la sexualité d'adulte, on va dire. Hein. Ils avaient peut-être vu quelque chose, etc. Bon, enfin, on vous parle de fellation, on voit des histoires de masturbation accomplie hein, chez les petits, etc. C'est l'occasion d'ailleurs de peut-être, excusez-moi, je vais sauter non pas du coq à l'âne, mais directement, un des éléments sur lequel se base, sans le nommer explicitement, l'éducation à la sexualité des enfants, excusez-moi, vraiment, c'est pas dit dans le texte de l'OMS, là, mais c'est sous-entendu. Il est sous-entendu que les enfants ont une sexualité dès la naissance, ce qui est tout à fait contraire au développement de tous les autres secteurs de l'enfant. Hein. Les enfants, ils ont des jambes, ils ne marchent pas à la naissance, ils ont une langue, ils ne parlent pas à la naissance, ils agitent leurs jambes, ils ne mangent pas de la poutine à 3 mois dans le biberon. Il y a tout un processus développemental auquel obéit de la même manière la sexualité chez l'enfant. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a 2 éléments sur lesquels on affirme, les textes de l'OMS disent que l'éducation à la sexualité doit se baser sur des travaux scientifiques. Mais quels sont les travaux scientifiques? Ils ne citent pas du tout, et heureusement pour eux, parce qu'ils seraient bien en difficulté de le faire, les travaux scientifiques qui justifieraient le fait qu'on dise qu'il y a une sexualité dès la naissance, parce que c'est ce qu'ils disent. Il y a 2 éléments auxquels on peut se raccrocher. Il y a les stades de la sexualité chez l'enfant dits par Freud, mais il ne les a pas dit dans le contexte d'éduquer les enfants. Il n'a jamais dit ça, il a dit exactement le contraire. Et sa fille, Anna Freud, qui s'occupait des rapports entre psychanalyse et éducation, a dit aussi exactement le contraire. Il n'est pas question, Freud ni Anna Freud, je ne suis pas psychanalyste, hein, donc je ne roule pas pour ma voiture, mon char. Je suis vraiment, je donne un avis extérieur là, à ça. C'était des hypothèses théoriques pour la thérapie psychanalytique des adultes. C'était pas pour faire de l'éducation sexuelle. Et on peut dire d'ailleurs que si c'était là, c'est raté parce que les textes de l'OMS, parce que ce qu'ils proposent, c'est une éducation du stade génital de Freud dès le stade oral de Freud. C'est-à-dire qu'ils veulent apprendre à comment on fait les fellations, etc., à de jeunes enfants alors qu'ils n'en sont pas du tout à ce stade-là. Donc, c'est des interprétations, je dis hasardeuses, mais plutôt frauduleuses des textes de Freud pour justifier ça. Et puis, il y a un deuxième élément qui est présenté comme quelque chose de scientifique, mais qui n'est pas scientifique du tout et qui est une honte pour ceux qui présentent ça de manière scientifique, ce sont les rapports de Kinsey. Les rapports de Kinsey, ce sont des agressions, des expériences entre guillemets, hein, des expériences de sadisme de soi-disant professionnels spécialistes. Kinsey était quelqu'un qui s'occupait, un entomologiste qui s'occupait des insectes. Les personnes qu'il a employées pour faire ces expériences étaient des gens qui avaient eu des expériences avec la justice pour des comportements sexuels abusifs. Et ses études, soi-disant son rapport, c'est des expériences, et il faut le dire clairement, et on peut tout à fait trouver les écrits de ça et les rapports, ce sont des expériences de masturbation répétées de très jeunes enfants pendant des journées, hein, c'est-à-dire des masturbations d'enfants qui n'ont même pas encore 1 an, des jeunes nourrissons. C'est ça, en fait, les rapports de Kinsey. Il faut le dire quand même clairement, parce que c'est tellement horrible. Nous, quand on s'occupe de ces affaires-là, ça nous dégoûte aussi. Hein. À un moment, on en a un peu vraiment marre. C'est tellement particulier. C'est vraiment quelque chose qui est horrible. Les enfants ayant les réactions des enfants et sont des réactions d'enfants
traumatisé, enfin corporel, des cris, des pleurs, probablement des réactions de convulsion du nourrisson aussi, tel que c'est décrit. Donc voilà, en fait, il n'y a pas d'argument scientifique qui permet de dire qu'il y a une sexualité dès la naissance de l'enfant. La sexualité, elle se développe comme un autre, même sur le plan biologique, les jeunes enfants, ils n'ont pas du tout les hormones sexuelles, etc., qu'ils ont après, c'est des chiffres très très bas, et tout change un peu avant la puberté, et tout particulièrement pendant la puberté. Donc c'est bien clair, nous parlons d'enfants prépubères. Et bien sûr qu'on peut aider les adolescents, les jeunes adultes à avoir une sexualité heureuse dans le cadre d'une relation affective. Parce qu'il faut être clair quand même que nous, on voit beaucoup les professionnels, psychologues et pédopsychiatres, d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes dont la pathologie est en partie basée sur la solitude, en partie générée par la solitude. Et qu'on ne peut pas dire qu'on peut avoir comme ça des activités sexuelles uniquement pour le plaisir, et en particulier entre eux, etc. et tout, juste activité de plaisir qui n'implique pas effectivement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, et en particulier, c'est pas vrai pour les filles, mais c'est pas vrai pour les garçons non plus. Je vais demander à Sylvain de mettre son grain de sel. Sylvain, moi, en tout cas, j'ai une question pour Amandine après, mais vas-y, Sylvain, d'abord. Oui, ben, en fait, j'aimerais ça maintenant parce que ça m'inquiète de plus en plus, dans le fond. C'était ma deuxième question. Est-ce qu'on peut renverser un enfant qui a été programmé à 4, 5 ans, 6 ans? Est-ce que ça peut être amené? Est-ce qu'il peut oublier la fellation jusqu'à au moins l'âge adolescent après? Puis surtout, est-ce que les parents peuvent faire quelque chose ou ça prend absolument une intervention professionnelle pour les démêler? Donc, est-ce qu'on peut faire rewind comme on faisait dans le temps avec le magnétoscope? Oui. Donc, qui veut se mouiller? Moi, bien volontiers. Alors, peut-être une petite précision par rapport au texte dont parlait mon collègue aussi. Il s'agissait des textes du coup de l'OMS, donc les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs, où il y a les matrices des âges. Et on parle aussi de la déclaration des droits sexuels du planning familial international. Et ces textes donc, qui ont des idéaux de liberté, d'émancipation, qui donnent des droits à la sexualité avec un enfant. Voilà, c'est ces choses-là qui nous posent problème. Voilà. Pour ce qui est des enfants qui auront été transgressés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Effectivement, nous, les professionnels de la psychologie de l'enfant, on va dire qu'ils auront besoin de répéter l'acte, comme on a vu plus tôt, sur eux, sur leurs camarades. Ils seront même en capacité de faire des propositions à leur père ou à des adultes. Donc, on pourra après s'étonner que des enfants proposent à des adultes. Pourquoi? Parce qu'il aura intégré ces gestes, ces normes, et qu'il va pratiquer ce qu'on lui a inculqué. Il va pratiquer parce qu'il aura été transgressé, il aura été sollicité pour cela. Voilà. Donc, comment on en sort? C'est la psychologie des traumas, on va dire. Donc, vous aurez des personnes qui vont rester sidérées, qui vont glisser petit à petit vers la dépression, la déprime, la difficulté à avancer vers la vie. La pulsion de vie aura été abîmée. Vous avez des gens qui vont répéter, comme on a dit, transgresser, initier, et vous avez d'autres personnes qui vont transformer. Alors, comment on transforme? Comment on aide comment on reprend, si vous voulez? Déjà, il faut qu'un adulte les repère, l'amène. Mon enfant, il a des crises comme ça sans raison, par exemple. C'est comme ça que nous, on va découdre parce que nous avons l'habitude de faire parler un enfant. Ça veut dire ne pas encourager un enfant à faire des accusations sur un adulte. Ça veut dire ne pas encourager un enfant à avoir une histoire intéressante à raconter. Ça veut dire être au plus près du témoignage d'un enfant et rester bien vigilant au fait que des fois, il nous raconte quelque chose qui lui a été raconté. Donc, nous avons des outils, des tests projectifs, des choses pour s'assurer que ce qu'on dit, ce n'est pas du témoignage ou un film qui nous a raconté ou un rêve. Voilà. Donc, comment on reprend un enfant qui a été transgressé? On le console. On console son enfant intérieur si c'est un adulte.
il faut bien prendre conscience que c'est comme un millefeuille. Il va y avoir des étapes où on pense qu'on a stabilisé quelque chose, puis après, il va re-rencontrer quelque chose de la sensualité, et là, quelque chose d'autre va se réouvrir. C'est-à-dire que chaque phase du trauma va être réparée au moment où il est en sécurité. Donc, l'enfant qui aura été écouté par le parent, qui aura été bien mis dans un climat de confiance, va peut-être en parler plus vite et être moins traumatisé parce que tout aura été repris. Alors que quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui n'ose pas en parler en parent, va se le reprendre en pleine face quand, par exemple, il aura du désir envers une autre personne ou quand une personne viendra à nouveau l'effracter. Ensuite, comment on reprend? En le consolant, on a confiance en toi, tu peux tout me dire, on ne te jugera pas, c'est pas à toi d'avoir honte, etc. Mais encore faudrait-il de savoir de quoi on va parler. Parce que des fois, c'est d'autres choses qu'il s'agit. Il a été harcelé à l'école ou juste il est mal. Voilà. Donc, on lui redonne confiance. Il faut bien différencier le moi et le soi. Ensuite, ce qui vaut et ce qu'il est. Et donc, on reprend tranquillement ça. À chaque fois, le détacher de la honte. Il faut vraiment savoir qu'un enfant, il a du mal à discriminer ce qui est bon ou pas pour son développement. Donc, chaque entrave à son développement, ça va avoir un coût en termes de retard et de secteur délaissé ou de poids émotionnel. C'est-à-dire que quand on a été abîmé, on a dû comme immigrer. Cette partie-là, on l'a mise de côté, on n'a pas pu la développer et donc elle a été laissée en jachère. Et donc, des fois, elle va être reprise à des stades antérieurs du développement. Donc, chaque entrave au développement, on va la retrouver plus tard quand on va avancer dans la vie. Donc, effectivement, il faudra des années de travail en thérapie pour démêler ces choses-là. Elles ne vont pas apparaître à la faveur d'une thérapie. C'est-à-dire qu'elles vont, des fois, s'entreapercevoir. Et nous, spécialistes, on se dit, tiens, c'est bizarre, il a accroché son fil signifiant de là à là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser? Par exemple, pour un enfant, ça se voit des fois dans les dessins. Donc, c'est vraiment embêtant parce qu'un enfant qui ne va pas bien, ça deviendra un adulte qui va mal et qui va, du coup, co-créer une société qui ira mal. Donc, nous, notre but, c'est de vraiment les reprendre là où ils en sont, pouvoir les détendre et bien avoir à l'idée qu'on ne va pas tout régler ce qui leur est arrivé là dans cette séance. Il y a des choses qui reviendront parce qu'il les a laissées migrer et qu'il les reprendra plus tard. Par exemple, à un moment où il sera plus confiant à aborder ces sujets-là. Moi, j'ai envie de demander. C'est vraiment comment diminuer le besoin d'addiction. C'est-à-dire, effectivement, comment l'amener vers des dérivatifs, comment apaiser cette charge d'émotions physiques. J'ai envie de demander le but ultime de ça. Est-ce que, je vais m'exprimer du mieux que je peux, même si je ne suis pas spécialiste là-dedans du tout, est-ce qu'on brise des barrières, des frontières, des filtres? Est-ce que en les amenant sur un terrain aussi hasardeux, à quelque part, on va en faire des meilleurs esclaves plus tard? Est-ce que c'est ça le but ultime ou ça tourne autour? Peut-être, Dr. Bruno? Ça, il faudrait plutôt poser la question à Ariane Biran. Je crois que c'est elle. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas effacer, on ne peut pas gommer le traumatisme. Mais le traumatisme, la suite du traumatisme, il dépend de deux choses. Une, dont Ariane vient de parler, hein, c'est-à-dire comment on va pouvoir, si on prend un exemple, remettre autre chose qui ne soit pas du même domaine dessus. Hein, c'est-à-dire que si vous avez fait, je ne sais pas, sur une peinture, il y a un truc qui ne va pas bien, on ne peut pas l'effacer complètement, mais on va remettre quelque chose de meilleur dessus. Et c'est ça dont parle Amandine, hein, expliquer aux enfants, par exemple, ce qu'est réellement la tendresse, bien distinguer la sensorialité de la sexualité. Parce que, par exemple, je suis grand-parent maintenant, et je sais, j'ai été confronté à des grands-pères qui abusent leurs enfants. Mais si on met que tout ce qui est du registre de la caresse, de la tendresse, etc., et tout, est du registre de la sexualité, et je ne suis pas le seul, ben,
on commence à nous à avoir les grands-pères à avoir des arrêts, quoi, si je peux dire. Et pour les enfants, il y a une confusion. Il y a des enfants maintenant qui refusent. Alors, ils sont avec leurs parents, etc., mais qui veulent plus déshabiller devant le pédiatre parce qu'on leur a dit qu'il fallait pas être tenu, quoi. Donc, il y a cette difficulté. On perturbe complètement les représentations de l'enfant. Et du coup, j'ai perdu le fil de la parole. On va vous aider. Sylvain, vas-y donc peut-être avec une dernière intervention parce que le temps file, c'est pas infini, puis il faut gérer la longueur de tout ça, même si j'en jaserais des heures. Là. Oui, excusez-moi, je voulais dire. Je reviens. Oui, ça y est, c'est revenu. C'est que ça dépend aussi du terrain qu'il y avait avant. C'est comme dans toute pathologie, finalement. C'est-à-dire que si l'enfant est dans un milieu où je développe tous ces aspects-là, c'est ce que j'appelle les prérequis, les préalables à une sexualité heureuse. C'est tous les éléments du développement. C'est pas seulement de l'éducation, c'est du développement affectif, etc. C'est quand l'enfant est plus jeune, qu'est-ce que c'est que la tendresse? Il y a vraiment des câlins, mais qui sont des vrais câlins et pas à haute but. Qu'est-ce qu'on lui explique? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les parents ils s'embrassent? Pourquoi on tient la grand-mère dans ses bras parce qu'un jour elle va pas bien, etc. Non, voilà. Et les mots aussi avec le langage. Si l'enfant il sait, c'est ça qui fait que s'il a l'habitude de pouvoir parler avec ses parents, etc. et que tout de suite ça monte pas en crème dans un truc infernal, quand il y a des choses comme ça, eh ben le trauma fait moins mal quand même. C'est comme une pathologie infectieuse. Si vous avez une bonne immunité, eh ben, le jour où vous êtes confronté à un virus méchant, je ne dis pas qu'il ne peut pas vous arriver quelque chose, mais vous êtes quand même mieux protégé. Voilà, excusez-moi d'avoir... Ça m'est revenu. C'est cette prévention. En fait, Amandine dit un mot-clé tantôt, puis on n'est pas revenu dessus, puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça, le but recherché, c'est le mot empathie, la disparition de l'empathie qui va avec l'induction de ces choses-là chez les jeunes enfants. C'est que, en fait, on sait l'expression diviser pour conquérir, pour régner, c'est très, très, très présent et les classes politiques l'ont montré. Et en ce moment, nos élites, qu'elles soient politiques ou métapolitiques, comme le Forum économique de Davos, dans le fond, sont en train d'essayer de diviser, parce que si les gens unis ont un réel poids démocratique, et alors que si tout le monde est désuni, ça veut dire si personne n'a d'empathie pour personne, ça va être beaucoup plus facile parce que chacun devient un individu individuel et beaucoup plus facile à contrôler de cette façon-là. Donc, briser ou détruire l'empathie chez les gens est peut-être un des buts recherchés de tout ça. Sylvain a bien compris, Amandine? Oui, tout à fait. Les psychologues, on est très sensibles au symbolique et aux piliers de la différence des générations et la différence des sexes. On voit effectivement qu'en ce moment, on s'attaque à ces piliers essentiels qui, finalement, ferment les portes essentielles de la pudeur, la rationalité et l'empathie. Ce que Freud disait, on va rendre les enfants inéducables. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle qu'il ne peut pas et il ne doit pas y avoir d'éducation à la sexualité ou à la sensualité ou à l'érotisme des corps avant la puberté, alors qu'il doit y avoir de la prévention. C'est-à-dire qu'aucune éducation sexuelle ne doit être autorisée par les autorités parentales, parce que ça ferme justement ces portes essentielles à l'empathie, comme tu le disais, Sylvain. C'est vraiment à l'ouverture à l'autre, à la compréhension. Or, c'est justement sous ce cachet que sont amenés ces cours à l'éducation sexuelle. Donc, il faut vraiment... Ça va amener, si vous voulez, les enfants dans un paradoxe, ou chaque être humain dans un paradoxe, qui va faire craindre l'autre. Du coup, il va mettre une force pour rentrer en lien, mais en même temps, il aura été éduqué du coup à ce que l'autre peut être dangereux, etc. Donc, il y aura une contre-force qui va le rendre méfiant. Et du coup, il va rentrer en lien, mais d'une manière agressive par rapport à ses pairs. Parce que sur les plateaux de télé, il y a des experts là, français, là, un peu comme dans le temps de la COVID. Ben, dans le temps, on est revenu. Mais
y a des experts qui cautionnent, ah oui, qui jouent le jeu, là, qui sont possiblement corrompus s'il y en a, là. Est-ce que vous êtes confronté à ça simultanément au fait que vous êtes sûrement marginalisé ou c'est le statu quo? Est-ce que vous avez beaucoup d'experts avec vous? Bref, je veux entendre là-dessus, là, qu'est-ce qu'il y en est. Si je peux dire. Vas-y. Vas-y, Amandine. Oui, vas-y. Chacun votre tour. Nous, sur le terrain, on est vraiment très soutenus par les collègues, c'est-à-dire que ça fonctionne. On bosse, les parents nous font des remontées de terrain, on a des courriers, etc. Donc, effectivement, vous faites bien de souligner qu'il s'agit des médias. On voit que sur beaucoup de sujets, les médias dont on parle ont une version des faits avec des experts à qui ils font appel. Donc, tout le monde se donne les moyens qu'il veut. Si vous voulez vraiment travailler les textes fondamentaux, vraiment savoir de quoi on parle, vous pouvez prendre des experts aux tribunaux qui font ça depuis longtemps. Nous, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre pratique. Et puis après, ça dépend vraiment des lectures que vous avez ou du mal que vous voulez vous donner. On a fait du bon travail, je pense. Si les personnes décident de l'ignorer, c'est un choix. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a entendu parler de nos travaux et s'ils ne veulent pas y faire référence, c'est délibéré. Donc, je traduis ce que dit Amandine, enfin, je vais un peu plus loin. Pour l'instant, sur les grandes chaînes de télé, etc., on n'entend pas parler de ça. Du tout. Et dans les sociétés... c'est différent de la COVID, OK, ça, on n'en parle pas, OK. Non, on n'en parle pas, il n'y a pas de comité d'experts. Pour l'instant, c'est encore le blackout. Alors, on peut penser que dans pas longtemps, on va avoir des experts qui vont montrer au créneau, des experts bien pensants, qui vont monter au créneau pour expliquer que tout ça, c'est très bien. J'ai quand même entendu, alors, une fois, dans le journal télévisé de TF1, la présentatrice présentait une maman pour dire que c'était très bien qu'elle ait fait changer de sexe, entre guillemets le changer de sexe. On ne peut pas changer de sexe, on peut changer de genre, mais pas de sexe, ça c'est tout à fait impossible. Qu'elle avait bien fait de laisser son garçon changer de sexe. Opération chirurgicale et tout le machin, et tout l'endocrino. C'est seul, depuis je n'ai jamais réentendu. Par contre, on est l'objet, moi j'ai mis, et c'est pareil pour tous, d'une relative omerta. Je vous l'ai dit pour l'édition, j'ai mis plus de 3 ans à trouver un éditeur. Alors, j'avais pas, c'est ce qu'a dit Amandine, moi, j'ai aucune opinion. Ce que je dis, c'est le développement de l'enfant, c'est les aspects développementaux de l'enfant. Je parle pas. J'ai donc arrosé toutes les éditions possibles. Les éditions spécialisées, psychologue, médecine, etc., c'était bien souvent, on ne me répondait pas, ou on me répondait, oh, ça ne va pas se vendre, ou des trucs aussi, des choses aussi aberrantes que ça. Quand je leur disais, c'est pas grave, je vous paye les 300 premiers exemplaires, ils me disaient, non, on ne publie pas quand même. Donc voilà. Et j'ai contacté aussi, j'étais assez, en particulier pour mes travaux sur l'autisme, j'étais assez connu dans le milieu des pédiatres et des pédopsychiatres, et j'ai fait beaucoup de formations pour les pédiatres sur l'autisme, sur les aspects sensoriels et moteurs de l'autisme, puisque j'avais écrit là-dessus. Et bien, quand j'aurais proposé de faire des formations justement sur le développement de l'enfant par rapport au texte et l'éducation à la sexualité, ça a été silence radio total. J'ai jamais eu de réponse et par plusieurs canaux. Donc, c'est plus comme ça que ça se passait. Alors, si je peux redire un point sur le développement pour que ça soit bien clair, la sexualité, c'est comme un autre des secteurs du développement de la personne humaine. Et il n'y a aucun secteur du développement où les choses soient acquises d'emblée à la naissance. À la naissance, et donc ces choses-là, ces développements physiologiques, sont peu sensibles à l'éducation. Je vous explique. J'illustre, si je veux dire. On ne peut pas éduquer un enfant à la marche avant l'âge de la marche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber, il va se faire mal. Ça va être pire quand il va être en âge de marcher. Il va avoir peur de tomber, etc. On ne peut pas éduquer un enfant à parler le français, le chinois, l'anglais, ce que vous voulez, à 6 mois. À 6 mois, il babille.
Et c'est un bon signe s'il babille. On peut pas, il y a des processus développementaux liés à la maturation cérébrale qui font qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et que si on va plus vite que la musique, eh ben on fait des fausses notes. C'est tout simplement... et il faut vraiment placer le développement à la sexualité comme un autre des secteurs du développement. C'est valable même, par exemple, pour la respiration, si vous voulez. On a une façon d'oxygéner le sang quand on est dans l'utérus de sa mère qui n'est pas la même que quand on respire avec ses poumons plus tard. Et encore, au début, les poumons, les tout premiers jours, il faut qu'ils changent, qu'ils s'y mettent, mais c'est au moment où ils sont à l'air libre. Les poumons ne se transforment pas dans le ventre. C'est pareil pour l'hémoglobine. On a une hémoglobine fétale, c'est pas la même que l'hémoglobine de l'enfant 3 mois plus tard après la naissance. Voilà, c'est tout simplement ça. Et si la sexualité de l'être humain a un développement radicalement différent de tous les autres secteurs du développement, il faut qu'on nous le prouve. Il faut là des arguments scientifiques et pas les arguments de Kinsey, parce que là, vraiment, c'est se moquer des enfants. Le temps file et puis, pas je m'auto-censure, mais je m'auto-limite au point de vue du temps de ces intéressantes émissions. Le mot de la fin, Amandine, qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents qui nous écoutent? Je pense aussi que ceux qui veulent, ça, c'est ce site web, ça vous connaissez, mesopinions.com. Est-ce qu'on en a parlé ou c'était avec Ariane? Ça ici, c'est une adresse courriel pour des témoignages, ONEST en majuscule international @proton.me. Et ici, www.mesopinions.com, ça, c'est une pétition. C'est ça. Et il faut faire des // là, mais je pense qu'en tapant ça, on approche du but. Le mot de la fin, Amandine, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes meilleurs amis ou à un couple qui a des enfants en bas âge ou je veux t'entendre ton cri du cœur comme conclusion. Et à nos cousins. Eh bien, que la sexualité, c'est comme tous les domaines qui sont liés à l'intime, à la pudeur et au délicat du psychisme, ça ne s'improvise pas sous prétexte de bonne volonté. Donc, il s'agit de s'adapter aux besoins de l'enfant, de les rassurer honnêtement avec des explications pertinentes pour leur âge. Là, il faut vraiment être prudent quant aux initiatives des adultes qui souhaitent bien faire ou qui souhaitent, par exemple, rattraper ce qui a mal été fait pour eux. Et ça ne s'improvise pas. Voilà. Toi, Bruno, rapidement. Oh ben, merci à Sylvain pour l'empathie. Je ne l'ai pas dit, mais j'y pensais très fort. Voilà, et merci à Amandine pour l'intime et la pudeur. Il faut aussi savoir que on peut penser qu'effectivement, comme elle l'a dit, que ça ne s'est pas bien passé et qu'on veut rattraper, etc. Mais on a beaucoup découvert aussi soi-même avec des pas de travers notre propre sexualité, mais dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Et ça, c'était magique. Enfin, franchement, moi, voilà, voilà, ça ne se fait pas tout seul. Pardon ? Des confidences aussi. Peut-être qu'on a oublié de dire il y a aussi des confidences, frères, sœurs, copines, celle qui est plus avancée que les autres. Ils discutent quand même entre eux et ils sont aussi précautionneux de ne pas se choquer. Oui. Sylvain Laforêt, un mot de la fin. Merci aux cousins. Oui, merci aux cousins de l'autre côté, même d'Italie. Mais pour moi, écoute, on peut plus. Pour moi, c'est clair, on ne peut plus se fier à aucun des rouages du système en ce moment. Pas tel qui va. Mon cri du cœur, dans le fond, ça serait maintenant aux parents. Je crois que les parents doivent s'unir. Les parents doivent défendre leur enfant par rapport à un système qui est brisé en ce moment et avant que le système brise leurs enfants. Je sais qu'il y a eu une marche ici au Canada qui a réuni quand même 1 million de personnes contre l'éducation à la théorie des genres dans les écoles. Et je pense que ça doit faire des petits. Et vraiment, les parents doivent s'unir et s'organiser pour changer l'État, forcer l'État à changer. Je vais vous garder 1 minute après. Oui, Amanda, je vais vous garder 1 minute après l'entrevue. Je pense que c'est le moment de conclure.
Docteur Bruno, c'était un plaisir de vous découvrir votre simplicité, votre côté Merci. terre à terre, très allumé sur le terrain. On sent une sincérité, une authenticité tout à fait réelle. Et Amandine Lafargue, félicitations pour ce travail-là, de faire partie de cette belle équipe. Et puis, vous vous tenez debout. Et puis, ça en prend des professionnels. Vous avez une place dans un livre d'histoire. J'en ai même pas un doute. Et puis, je vous garde juste une minute. Merci Sylvain Laforêt, mon complice. Toujours des questions pertinentes et sa curiosité fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup plus de gens qui sont alignés. Alors, likez-moi ça, partagez en grand nombre et plein d'amour à nos cousins français. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.